Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Olivier Dezaleux et Carlos Soares. Bonjour Carlos et Olivier. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte des PLG et à la tête de votre agence Dezaleux Soares. Votre agence créée en 2000 a une double implantation, à Paris sous votre direction Olivier et à Rennes sous votre direction Carlos. Vous œuvrez dans des domaines variés, enseignement, équipement public, bureau, habitat. C'est le cas? Vous avez d'autres... On a fait un peu de maison individuelle, mais au début, enfin de la maison individuelle, de la restructuration. On a fait quelques maisons, mais sans plus. Ouais. Alors vous écrivez vous-même. Nous nous sommes toujours interrogés sur le sens et le rôle de l'architecture. Chaque projet est l'occasion de remettre en perspective cette interrogation. La fonction ne faisant pas tout, le programme étant rassurant, le site rattachant au paysage, à l'urbain, à l'histoire. Reste l'homme, son besoin de bien-être et de bien vivre ensemble. Alors je ne sais si vous êtes plus discret qu'humble ou plus humble que discret. Ce que je sais, c'est que vous appartenez à cette catégorie d'architectes profondément investis dans la discipline, pas communiquant dans l'âme, mais incarnés dans l'âme de vrais archis, à tel point d'ailleurs que l'entreprise, les maçons parisiens, vous confie la réalisation de leur siège à Massy. Nous allons y revenir. On commence par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, vos études? On commence par Olivier ou par Carlos? Olivier. Alors, mon parcours est assez classique. Je suis issu d'une famille de province. Mes parents étaient kinésis et médecins. Enfance ordinaire, heureuse. Pas spécialement envie d'être architecte quand j'étais enfant. Par contre, très inquiet de mon avenir en seconde, première. Et j'avais 3 envies. Cuisinier, cinéaste ou architecte. J'ai vraiment beaucoup réfléchi, j'ai visité les écoles de cinéma, j'ai visité des écoles de cuisine, j'ai visité des agences d'architecture. Le cinéma, ça me paraissait une montagne insurmontable. La cuisine, j'adorais, mais les horaires faisaient que la vie allait être un sacrifice. Et je pensais que l'architecture était moins un sacerdoce, peut-être une erreur. Voilà, j'ai choisi l'architecture et quand je suis arrivé en école d'archi, j'ai été enthousiasmé, enfin libéré de la scolarité pesante et inintéressante. Et j'ai été captivé par mes études, à la fois les cours magistraux et le dessin. J'ai adoré mes études et puis voilà, c'est parti. Bon. Alors Carlos? Moi, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que donc, je suis portugais d'origine, français d'adoption. Je suis arrivé en France en 1974 et j'ai un père qui était dans le bâtiment. Ça, voilà. On se refait donc pas. voilà, vous êtes tombé dedans. Ma mère faisait des ménages et puis par la suite, elle est rentrée en tant qu'agent de service à la mairie de Gif. J'habitais du côté de Gif-sur-Yvette. Et je dessinais pas trop mal et en 6e, 5e, on a voulu, les études m'ont rattrapé parce que j'étais pas très très bon élève, plutôt grand bien leur a fait puisque un parcours un petit peu atypique puisque j'ai fait un CAP, un brevet technicien d'encadrement de chantier, puis après j'ai fait collaborateur d'architecte et je suis rentré à la Villette, donc quand même parcours un peu pas ligne droite mais un peu sinueux, mais bon, l'important étant d'arriver au but. Et
J'ai un peu comme Olivier, je pense que les études d'archi ont été Une ouverture. une vraie ouverture, parce qu'il y avait une sorte de le côté scolaire, le devoir à faire, ainsi de suite. Le cadrage, c'est toujours un peu difficile des fois. Même si dans notre métier, on est quand même relativement cadré, un programme, un budget à tenir, on en viendra plus tard. Donc c'est vrai que quand je suis rentré en école d'architecture, ça a été une vraie libération. Et puis j'ai toujours travaillé aussi à côté. Je sais qu'en fin de troisième, l'architecture, elle est venue par le crayon, par le dessin, mais elle est venue aussi par un premier travail de vacances dans une agence d'archi. Ah oui. Mon père connaissait un architecte et moi ça m'intéressait, donc je suis rentré là et j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires. Vous saviez quel âge? J'avais à l'époque, on pouvait encore travailler avant 18 ans. Donc j'étais en fin de troisième. C'était génial. Et alors, il était où? Situé où? C'était aux Ulysses. Et puis j'ai rencontré un type qui a été bienveillant avec moi et que j'ai suivi. Puis j'ai toujours travaillé avec lui tout le temps. Et quand je suis rentré en école d'archi, c'était la continuité. Donc je l'ai appris très tôt, parce que c'était un plan, une coupe, une façade, faire des tirages. À l'ammoniac? À l'ammoniac, tout à fait, enfermé dans la salle. Oui. Un truc génial. J'ai connu ça aussi. Et les premières maquettes, les premiers... ça m'a pas quitté. Bon. Alors, quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte? Parce qu'au départ, vous ne vous connaissiez pas, vous n'étiez pas dans les mêmes écoles. Olivier? Alors, à l'époque, pendant les études, on travaillait en agence. Donc, j'ai déjà pratiqué, dès la deuxième année, je travaillais en agence. On faisait des charrettes en agence. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à bosser dans une agence pendant 6 mois chez Jean-Luc Chasset, qui était un ancien de chez Renzo Piano. On dessinait encore à la main, mais l'objectif, c'était que les dessins soient aussi beaux que s'ils avaient été dessinés à l'informatique. Il était extrêmement rigoureux, précis. Il avait toute l'ambition de Renzo Piano dans ses projets et toute la maîtrise aussi. Il connaissait très très bien son métier. Donc ça a été un premier enseignement dans la pratique professionnelle qui m'a beaucoup appris. C'est-à-dire que j'ai compris qu'on pouvait mêler créativité, inventivité et rigueur dans le travail. Et puis ensuite, malheureusement, il n'avait plus trop de boulot, donc j'ai quitté l'agence. Et au même moment, j'étais en contact avec Daniel Kahn, qui avait une agence sur Paris un peu plus importante et chez qui j'ai été embauché en 1991. Ça fait longtemps. Et j'y suis resté une petite dizaine d'années, voilà. Donc, notre activité ensuite dans cette agence, alors là, vraiment, je me suis encore plus épanoui dans la vie professionnelle, puisque c'est une petite agence, 8-10 personnes, et on faisait des gros projets, on faisait des concours, il se trouve que notre patron était architecte des bâtiments civils et nationaux, grâce à quoi il était architecte ordinaire du Louvre, ordinaire voulant dire sur ordre du roi. Terme très particulier, mais pour dire qu'il était le deuxième architecte du Louvre avec l'architecte en chef, et donc on avait beaucoup d'activités au sein du Louvre, et notamment au moment du projet du Grand Louvre. Donc moi j'ai eu la chance de passer 4 ou 5 années de ma vie sur le chantier du Grand Louvre, soit au sein du musée des arts décoratifs, soit carrément au sein d'une des parties du chantier du Grand Louvre avec toute l'équipe de paye, etc. Il y avait l'équipe de paye, mais il y avait aussi les équipes de Villemotte. Alors, moi, j'ai pas eu de partenariat avec Villemotte, parce qu'on était dans des espaces où il n'y avait aucune scénographie. D'accord. Et par contre, pour le musée des arts décoratifs, c'était une autre ou d'autres agences d'architecture intérieure que Villemotte. Par contre, on a travaillé avec l'équipe de Macquarie et Paye, puisqu'on a beaucoup d'endroits qui étaient connectés à l'espace qui se trouve sous la pyramide inversée. Donc, on avait les mêmes techniques, les mêmes coffrages, les mêmes nécessités d'obligation de résultat. Et là aussi, un deuxième travail où j'ai découvert le sens du détail et de la perfection, puisque chez Paye, alors là, tout était à l'informatique pour le coup. Et le calpinage final réglait les plans de fondation 2 ans et demi avant, quoi. Ouais. Il y avait dans le détail. Et de quelle manière vous avez vécu cette confrontation entre une vision très contemporaine et l'histoire? Alors c'était passionnant. Alors moi, j'ai pas du tout eu envie de faire l'école de Chaillot, les monuments historiques. C'était pas quelque chose qui m'attirait en soi. Par contre, de travailler et de développer de l'architecture contemporaine ou des fois de l'architecture fonctionnelle, puisqu'on a travaillé aussi sur les thématiques d'issues de secours, de gaines de ventilation au sein du Palais du Louvre. Ça a été une découverte vraiment fantastique, avec des anecdotes incroyables. On a découvert un escalier du XVIIIe siècle qui était enterré sous des cloisons et des planchers du ministère des Finances. Même l'architecte en chef ne savait pas qu'il existait.
Non, vraiment une aventure incroyable. Et cet escalier a été rénové? Il a été rénové et si vous allez au musée de la mode actuellement, il est tout au bout de l'aile du musée de la mode pour passer d'un étage à l'autre. Vous avez ce grand escalier qui s'appelle l'escalier Le Fuel à double volet qui a été entièrement restauré. Mais à une époque, on a fait un trou dans un carreau de plâtre et on a mis une lampe de poche et on a vu qu'il y avait des marches. Non, c'est une aventure incroyable. On se croirait presque en Égypte. Oui, tout à fait. Donc, il travaillait au Louvre, indépendamment du fait de travailler au niveau du palais. C'était travailler avec l'architecte en chef, qui était quelqu'un de très érudit, avec mon patron, qui était vraiment aussi... c'était vraiment un plaisir de travailler avec lui. Et puis, on travaillait avec les meilleurs de la République, les meilleurs ingénieurs qui travaillaient pour le ministère de la Culture. Même au sein du ministère de la Culture, il y avait des gens très brillants, très impliqués. Donc, non, une très belle expérience. Bon. Et est-ce qu'une époque historique vous a plus parlé dans cette aventure que d'autres? Pas particulièrement. Bon. Alors, Carlos, les premières armes? Comme je dis tout à l'heure, c'était vers la 3e, mais puis après, j'ai toujours travaillé. Ouais. Quand je suis rentré en école d'architecture, quand je suis arrivé à UP6, j'ai toujours continué à travailler, et par le biais d'Archibat, j'ai fait des missions à gauche à droite, chez Saubois-Julien, chez... Atelier de Montrouge aussi, et puis j'ai rencontré des gens assez extraordinaires là-bas, dont un qui était issu de l'école de Nancy et qui m'a fait découvrir Porto, l'architecture de Porto, l'école de Porto, et là il y a le début de la claque. Okay. Et puis après, je suis arrivé... Il était originaire de l'Est? Oui, il était de... Oui. D'accord. Et il avait en plus participé à la rédaction d'un livre sur l'école de Porto. Donc c'était déjà... Et je suis arrivé chez Daniel Kahn en 92, comme intérimaire. Ils avaient besoin de gratteurs pour l'école de musique de Nanterre, qui était, alors là, c'était l'autre facette de Daniel, c'est-à-dire d'un côté monument historique sans être MH, en tant que PCPN, et puis de l'autre côté moderne, donc l'école de musique, projet qu'il avait gagné. Et donc je suis arrivé au mois de juillet, c'est là où j'ai rencontré Olivier. J'étais à l'agence, puis tout à coup il y a un gars qui déboule à 100 à l'heure dans l'agence avec des béquilles. Enfin bon. Et c'était Olivier. C'était cassé la cheville. C'était Olivier. C'est quoi cette espèce de fou furieux là qui arrive, espèce de zébulon, mais enfin bon voilà. Et puis ça s'est bien passé avec Daniel, ça s'est bien passé aussi avec les autres, parce qu'il y avait une espèce de bande un peu de gens très investis à tout niveau, au niveau de l'architecture, et puis aussi socialement et politiquement. L'ambiance m'a énormément plu et j'ai proposé mes services à Daniel qui les a acceptés. Alors un peu poussé aussi, il faut un peu aider par les autres, par Xavier, Olivier. Oui. Et puis voilà, pendant quelques années, je suis resté chez Daniel. Et alors moi, j'ai travaillé au Louvre aussi, mais Daniel m'a plutôt confié le fort de Saint-Cyr et l'un des derniers bâtiments de Pouillon à restructurer. J'ai travaillé aussi au musée Rodin, à Paris et à Meudon, sur la Villa des Brillants. Alors voilà, c'est une expérience assez intéressante, mais l'activité de Daniel, c'était pas que le Louvre et les MH, c'était une partie de son activité. Après, on a touché beaucoup aussi à d'autres sujets, des logements et tout ça, de manière très contemporaine. Enfin, des interventions très architecture contemporaine. L'activité historique, c'est à peu près 30% de l'agence, et le reste, on faisait des concours, on a gagné des concours, on faisait des concours contre des grandes agences parisiennes, voilà. D'accord. Alors, Olivier, vous êtes resté 10 ans. Carlos, vous êtes resté 8. Et donc, vous décidez de sauter le pas. Qu'est-ce qui vous a décidé? Il y a plusieurs raisons. D'abord, Carlos avait été licencié quelques temps plus tôt, s'était mis en libéral. Il y a eu des problèmes à l'agence de licenciement économique. Et donc, il y avait eu 2-3 collaborateurs qui avaient été obligés de partir. Et moi-même, sentant que l'activité à l'agence avait tendance à baisser, puis Daniel Kahn arrivant vers l'âge de la retraite et voyant que cette agence n'allait pas... Il n'y avait pas de possibilité de s'intégrer, de reprendre l'agence. Et j'avais l'âge aussi qui me paraissait opportun pour tenter notre aventure. Eh bien, on s'est rapproché avec Carlos. Et moi, je n'avais pas envie de monter une agence tout seul. Et donc, j'ai proposé à Carlos mon projet. Je lui ai fait part de mon projet de monter une agence. Et je voulais savoir s'il était partant pour être avec moi, en lui expliquant que je cherchais un associé, que je voulais absolument pas m'amasser tout seul et qu'ils ne sont pas si nombreux, les personnes sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer, voire en gros, je crois qu'avec lui. Mais il n'était pas au courant à l'époque. Le niveau est haut. Oui, on dit que c'est très dur de trouver la bonne personne. La difficulté, c'est qu'on était très amis et j'avais peur de ça.
Oui. De gâcher une amitié, un de mes peut-être. meilleurs amis à mon associé, c'est ça qui m'inquiétait. D'un autre côté, je savais que ça roulerait sur plein de sujets. Ouais. Bon, donc vous l'avez fait et vous avez donc créé cette structure en 2000, c'est ça? Ouais, On avait commencé un petit peu avant. Ouais. Moi, je travaillais je faisais de la sous-traitance pour d'autres confrères. Encore une fois, on a rencontré d'autres gens qui sont aujourd'hui des amis et qui participent des fois au projet avec nous. Oui, c'est la logique des réseaux. Exactement. Mais ça va au-delà du réseau, simple réseau business. C'est aussi un vrai... parce qu'il y a des gens avec qui on a gardé des relations amicales très fortes, des Ouais. liens. Et puis en 2000, on a eu une première opération qui était une tribune de stade Ouais. et un petit musée qui arrivait presque derrière. Et donc là, on a senti qu'il fallait qu'il y ait un cadre juridique fort. Donc on l'a monté. Et puis voilà, c'est parti. Ça fait 20 plus 1 maintenant. Ouais. Et alors, le temps est passé comme ça, sans vous en... J'ai utilisé une expression un peu comme la mariée dans la baie du Mont-Saint-Michel qui monte à la vitesse d'un cheval au galop, quoi. Ouais. C'est 20 ans de... Enfin, ça va très vite. On ne se rend pas Ouais. compte de... À un Mm. moment donné, on s'arrête. Ça y est, on est là, quoi. Oui, et puis en plus, le temps du projet est long. Oui. Ça peut être 5 ans et en fait, ça fait 4 fois 5 ans et c'est pas si énorme que ça. On a fait plus que 4 projets. Et oui, j'imagine. Mais on va y revenir. Alors, j'ai une question récurrente dans Comme d'Archi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Alors, est-ce que vous êtes d'accord déjà? Enfin, j'en sais rien. Allez-y. Carlos. Oui et non, c'est-à-dire qu'en Ouais. sortant de l'école, est-ce que j'avais des ambitions je voulais dessiner des projets, Ouais. mais je ne savais pas de quelle manière. Ouais. Je trouvais que l'architecture était quelque chose d'extrêmement puissant parce que c'est une forme d'art dans laquelle on peut rentrer, qu'on peut visiter, avoir une émotion sensorielle très forte. C'est vrai que la peinture, c'est vrai que la musique, mais là on peut toucher les choses un peu matérielles, de manière très, très concrète, matériellement parlant. Moi, je crois que c'est tous les jours qu'on essaie de se concrétiser et on avance. Chaque projet répond à des interrogations auxquelles on n'a pas pu répondre avant. Il prépare le prochain. Ouais. Donc, c'est une espèce de parcours continuel qui s'enrichit tous les jours. Vous n'avez pas le souvenir de vous être imaginé à la tête d'une agence Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Ce qu'il y a de sûr, c'est que chez Daniel, on avait une telle liberté que je ne me voyais pas rentrer dans une agence après 10 ans de chez lui, parce que j'aurais peur de ne pas trouver ma place. C'est aussi ça qui a fait que j'ai eu envie de monter une agence. Ouais. Par contre, ce qui aujourd'hui fait sens, Oui. c'est que l'idée de retourner salarié, c'est jamais posé. C'est jamais posé. Donc ça, quelque part, il y a une évidence. Avoir franchi le pas de créer une agence, de monter une structure avec tout ce que ça veut dire, et d'arriver à rentrer des affaires et à sortir des projets en essayant toujours de ne pas oublier les choses qui nous ont construits, c'est-à-dire le rapport à la matière, le rapport à l'espace, la couleur, et puis toujours une référence quelque part aux architectes qui ont jalonné à la fois les grands modernes et puis nos contemporains qui nous servent des fois un petit peu Qui vous inspire? qui inspirent, oui, exactement, Mmh. ouais, qui sont encore une fois, sont des rencontres où ils ont une façon de faire, ils sont les bons passeurs. Enfin, cette transmission du savoir par le projet. Et voilà, donc moi, Et puis c'est vous qui décidez? Alors ça, oui, c'est monsieur l'architecte quand on arrive. Alors la première fois, puis la deuxième, bon, après on s'y habitue. Mais il n'y a rien de, il n'y a pas d'ego là-dedans, c'est juste... C'est peut-être bien aussi d'avoir de l'ego. un minimum, allez. Voilà. Il faut l'avouer. Surtout quand on est architecte. Un peu quand même, puisque vous prenez possession de l'espace. Il faut s'affirmer. Oui. On reste muet. Bon, allez, il faut se modestier dans ce cas-là. Non, mais par contre, ce qui est très fort, c'est qu'on était passé d'un rôle de collaborateur Ouais. à un rôle réellement de praticien au quotidien, avec une dimension qui est celle qu'on conçoit, on développe, et à un moment donné, il faut construire ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé. Et là, ça devient quelque part le vrai enjeu. L'enjeu du chantier, de pouvoir confirmer, affirmer tout ce qu'on a, toutes les envies qu'on a eues derrière. Et là, ça peut être un chemin de croix, comme ça peut être un vrai plaisir. Et on a eu pas mal de plaisir quand même.
Olivier? Moi, ce que j'imaginais à la sortie de l'école, je ne sais pas très bien. Je voulais d'abord faire mes preuves en agence et puis je verrai. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on posait la question, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la création de l'agence? Je dirais quand même globalement oui. Ouais. Parce qu'avec Carlos, on a beaucoup discuté avant de démarrer l'agence et on a toujours dit qu'on essaierait de ne pas céder aux sirènes de l'affairisme ou des projets qui ne nous plaisent pas mais qui nous nourrissent. Et on n'a à rougir d'aucun projet. Tous les projets qu'on a eu la chance d'avoir en commande, ils nous plaisent tous. C'est-à-dire que non seulement ils plaisent aux clients pour qui on les a réalisés, et ça aussi c'est vraiment génial quand vous livrez un bâtiment puis que les utilisateurs, que ce soit une mairie, que ce soit un appartement, à toutes les échelles, aiment le travail que vous avez fait une fois qu'il est construit. Mais par ailleurs, nous-mêmes, même quand des fois le contexte est difficile, etc., on a toujours fait les projets qui nous semblaient être bien, qui nous semblaient être forts, qui nous semblaient être cohérents, et on n'a jamais accepté les compromis quand on considérait qu'ils n'étaient pas acceptables. Et on a su le tenir, et moi je dirais qu'en ce sens, c'est accompli. Ouais. C'est une fierté. Absolument. Ouais. Alors, on a parlé de vous. Est-ce que maintenant vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets ? Comment ça démarre, comment la commande évolue, puis après vous pourrez parler de vos projets que vous estimez être emblématiques. Alors, on a comme une particularité, et tu l'avais dit au départ, c'est qu'il y a une agence à Paris, une agence à Rennes. Ouais. Donc, il y a une distance. Tiens, d'ailleurs, oui, est-ce que vous étiez chacun dès le départ Non, moi je suis parti vivre en Bretagne en 2003. Je suis très content d'y être. Très belle région, sans aucun prosélytisme. On a appris à travailler quelque part avec la distance. À la fois, on se voit dès qu'il y a un concours, on va visiter le site ensemble, lecture du programme et ainsi de suite. Premières esquisses, premier partage autour de la table, et puis après, évidemment, avec tous les autres moyens. Moi, je vais plutôt m'occuper des projets de l'Ouest, et Olivier plutôt aux régions Île-de-France. Et après, chacun développe le projet en ayant toujours un regard de l'autre, par des points réguliers, soit en visio, soit par téléphone, puis par mail. Et puis des fois, je suis à Paris aussi de manière régulière. Et Olivier, des fois, descend à Rennes. Voilà, donc conception collégiale pour résumer. Et après, on développe les projets. Chacun est plutôt leader sur l'un ou l'autre. Oui, avec des petites équipes. Voilà chacun. Ouais. On essaie d'avoir toujours un ou deux collaborateurs. Enfin, un collaborateur qui est un peu plus le leader, qui permet aussi là je parle pour ma part, de me détacher un petit peu des contraintes trop techniques ou trop... pour pouvoir en prendre un peu de distance et, sans les oublier malgré tout, pouvoir revenir dans le projet et reboucler certains détails ou certains points qui nous semblent faibles dans le projet pour pouvoir en discuter avec lui et dire voilà, alors, sur tel et tel point, il faut qu'on retravaille. Alors Olivier, même manière de... Moi, je compléterais en répondant par rapport à la question sur les projets. Ce qui m'a surpris au départ, enfin, ou en tout cas un peu perturbé aussi, c'est qu'on sortait d'une agence assez importante. On venait de livrer 160 logements, des bureaux pour EDF, la Maison de la musique de Nanterre. J'ai travaillé au Grand Louvre avec les meilleurs, etc. Bon, des gros projets avec des gros budgets, des grosses équipes. Et notre première, c'est une tribune de 250 places avec un budget juste 25 fois plus petit, des entreprises incompétentes qui n'y connaissaient rien, elles ne savaient pas ce que c'était qu'un plan de coffrage. Enfin, et nous, on avait fait un magnifique béton comme au Louvre, sauf que là, on était à Survilliers dans le Val d'Oise avec une entreprise qui ne savait même pas ce que c'était qu'un coffrage. Donc, effectivement, l'histoire des projets, elle commence par des tout petits projets. On a eu des commandes de particuliers, une petite extension de maison, enfin, comme tous les jeunes architectes, j'imagine. Et donc, le parcours a été assez long pour réussir à accéder à des commandes plus importantes. Et puis, au fil du temps, finalement, on a eu de la réussite, de la chance, et puis on a pu accéder au fur et à mesure à des projets de plus en plus importants, et puis retrouver notre échelle de travail correspond plus à... Voilà, on fait très peu de particuliers, très peu de petits projets. C'est pas que ça nous intéresse pas, mais c'est que maintenant, il y a une agence plus structurée, puis c'est plus notre domaine d'intervention. Et en fait, au fil des interviews, comme je reçois aussi de jeunes architectes, je pense que c'est logique. Les jeunes architectes commencent avec une échelle plutôt individuelle, en commande directe avec des projets d'habitat, de rénovation. Enfin, c'est un peu logique, c'est normal. La cousine, la tante. Oui, voilà. Mais c'est tout à fait logique. Ouais, voilà. Mais en même temps, il y a des agences d'envergure internationale qui gardent quand même cette idée de continuer à la petite échelle, ce qui, moi, je trouve être assez important. Oui, c'est bien. Ouais. Et
Oui, Si aujourd'hui on avait une commande qui arrivait à l'agence pour une maison individuelle, pourquoi pas? Oui, bien sûr. belle villa contemporaine. Automatiquement, mais un projet, je sais pas, structuration, extension dans un centre-bourg de quelque chose ou d'une maison, mais avec pour retrouver la prise directe avec les choses, avec les entreprises, avec le client, Oui. qu'on a par moment. D'autant plus qu'aujourd'hui, par exemple, quand on fait des opérations pour des promoteurs immobiliers, ils ne confient plus le chantier. C'est difficile. Donc ça devient très difficile de revenir au contact des entreprises dans un certain contexte. Et je trouve en même temps que cette échelle-là peut être très intéressante parce qu'on touche vraiment à l'ensemble. Bien sûr. Ouais. Tout. On est Ouais. vraiment dedans complètement. Et le client en plus. Et là, c'est un investissement qui est... mais Olivier a raison, on a basculé dans une autre échelle, heureusement. On en est très heureux. Mais cette échelle-là, des fois, ça me titille un petit peu. Ben, c'est sûr. Et d'ailleurs, les quelques projets qu'on a eus par relation, des petits projets comme ça d'aménagement ou d'extension de maison ou de construction de maison, on a toujours dit, bon, c'était souvent des relations avec qui on savait que ça allait bien se passer, mais pour nous, l'enjeu, c'était que le projet il nous plaise autant qu'à nos clients. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, quand on livre une maison ou une extension d'appartement, et qu'encore 5 ans après, les propriétaires ont la banane à chaque fois qu'ils en parlent, et ben, on est ravis, quoi. Ouais. Alors, combien de temps vous estimez avoir mis pour assurer la bascule dans l'échelle du projet? Ça s'est fait petit à petit, progressivement. Une tribune, un musée, un premier projet de réhabilitation de logement, c'était 35. Le deuxième, c'était 60. Et puis après, on a gagné un concours pour une bibliothèque universitaire à Rennes. On a eu un petit projet de logement à Rennes qui, en fait, était un super projet de logement dans une ZAC faite par Philippe Madec, avec une restructuration de bâtiment industriel. Et finalement, on est arrivé assez vite à avoir des projets à une échelle assez importante. Mmh. Alors, vous venez de livrer le siège social des maçons parisiens, ce qui n'est pas rien, parce que, comment dirais-je, réaliser le siège d'une entreprise générale de BTP, c'est en plus très ancré en Île-de-France, c'est quand même un geste fort. Et d'ailleurs, c'est un très beau projet. Donc, c'est pour moi vraiment l'emblématique qui marque votre actualité aujourd'hui, mais avant, vous avez envie de parler de quel projet ? J'ai envie de dire que presque tous, on les porte dans le cœur, et même s'il y en a qui sont plus douloureux que d'autres. Mais on a eu des expériences vraiment formidables, des projets parfois modestes. Même la première œuvre, la tribune de stade, on s'est vraiment appliqué. Ensuite, le petit musée de la cartoucherie. Je veux dire, il y a beaucoup de projets. À Sèvres, on a gagné une consultation pour restructurer une ancienne clinique en logement et archives municipales. On s'est vraiment appliqué. Pour nous, c'était un super projet. Ensuite, on a été retenu un concours pour 60 logements pour Immobilière 3F à Cergy. C'était des logements à bâtiments basse consommation. BBC, c'était les premiers à l'époque. On a travaillé avec Franck Boutin Ingénierie, qui était le leader, etc. Donc, tout ça, on a vraiment travaillé sur les thématiques qui nous étaient chères. Les logements un peu à la Dubuisson, très tramés, très années 70, mais avec des grands balcons plein sud. C'était tellement un peu rigoureux, d'ailleurs, qu'on a mis longtemps à discuter avec la mairie pour trouver une façade de chambre, une façade arrière. Le maire, il aurait voulu des balcons au nord. Lui, ça ne le gênait pas. Mais par contre, nous, on mettait des chambres parce qu'on voulait des logements traversants. Par contre, au sud, les balcons, ils font filants, ils font 2,20 m de large, il y a des brise-soleil, ils sont en bois, c'est juste magnifique. Et ça a été livré quand ? Avant 2010, je dirais, 2008, 2010, par là. Ouais. Ouais, donc, parce que maintenant, ça devient davantage le réflexe. Oui, mais alors qu'à l'époque, c'était le premier sur Cergy, le premier logement bébé. Et puis même avec Carlos sur Rennes, on a gagné la bibliothèque universitaire sur le campus de Beaulieu. C'était un super projet, on adorait. C'était un projet très intéressant parce que il y a des projets qui ont une genèse un peu douloureuse. Enfin, c'est compliqué le programme. Par exemple, je pense au centre d'accueil de Villepinte, où il y avait un problème de taille de programme par rapport à une taille de terrain, et on l'a réglé, mais alors, par la géométrie, en compressant les choses, en travaillant le projet pour qu'il rentre dans le... Alors que l'IUT de Rennes, c'était du velours, je vais me permettre l'expression, c'était une pelouse. On a posé un bâtiment en ossature bois délicatement sur la pelouse, et il avait l'air d'émerger, et le plan, le parti est venu tout de suite. Enfin, vous voyez, il y a des projets qui sont... Ça vient, quoi. C'est presque automatique. On a un vrai feeling avec le programme. Et là, le site et le programme ont guidé le projet très fortement.
Et puis plus récemment, on a eu des expériences avec des agences internationales, avec Ricardo Baggordon, qui est un architecte de Lisbonne, avec qui on a fait un concours et c'était super. Et on rêve de refaire un concours avec lui et puis de le gagner cette fois, ou un projet qu'on va construire. Et puis on a eu la chance aussi de concourir avec les frères ARS Mathéus, l'agence ARS Mathéus, puisqu'on a fait un concours pour des logements sur Rennes et puis le concours pour le musée maritime de Saint-Malo. Et c'est pareil, le contact est très très bien passé. On a eu des échanges formidables avec ces deux agences de Lisbonne. Et ce sont des projets qui, bien que ce soit les trois des concours perdus, ce sont des projets magnifiques et qu'on gardera dans nos cœurs, même s'ils ne sont que de papier. Oui, mais de toute façon, ces projets, ces concours un petit peu hors normes, si tant d'agences décident d'y participer alors que ça coûte cher, c'est parce que c'est une sacrée stimulation. C'est sûr. Ah oui, Ouais. oui, c'est sûr que C'est une manière de se challenger. c'est très très forte. Et nous, on a une habitude française de travail et un peu ancienne, et un peu issue des écoles, hein, encore un peu atelier et ainsi de suite. Et Disons que vous avez des bonnes bases. Voilà. on va dire ça. Et oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et on a tendance à pousser les concours assez loin parce qu'on a besoin d'être rassuré, de se rassurer nous-mêmes de la constructibilité de ce qu'on a pensé. Et je ne veux pas dire par là que ces agences-là n'ont pas cette même volonté, au besoin, mais elles ont une puissance de feu, une capacité à produire. Mais bon, ils sont 30, 40, quoi. Nous, on est une dizaine, hein, donc il faut faire avec les moyens du bord. Mais ils sont impressionnants par ça et par aussi la façon qu'ils ont de poser les problématiques, que nous aussi, on s'interroge exactement sur la relation du programme aussi, tiens, et tout ça. Mais là, on change d'échelle, on va ailleurs, quoi. Même si le projet, quelle que soit l'échelle, il reste une interrogation du contexte dans lequel il va être. Mais c'est un vrai apprentissage. Et puis après, au-delà de l'aspect professionnel, c'est des gens très chaleureux, absolument, vraiment, vraiment. Et puis c'est très agréable de travailler avec eux. Mais on pourrait Doublement s'attendre, enrichissant. à faire face à des stars, et en fait, ils sont super accessibles. Le melon n'a pas appris. Non, il n'y a pas de mais melon, voilà. il y a pas de melon chez eux, non. Mm. Non, non. Non. Et Carlos, vous parlez portugais? Ça va. Je Ça vais va me débrouiller, mais c'est un peu vexant parce que à Lisbonne, ils parlent soit anglais, soit français. Ah, Oui, voilà. Donc, donc je le parle portugais portugais off quand je suis avec eux, en dehors du travail. en dehors du travail. Voilà. D'accord. Alors, on va parler des maçons parisiens, peut-être. Mhm. Comment vous arrivez à décrocher cette commande en direct, d'après ce que j'ai compris? Au départ, on a connu les maçons parisiens dans le cadre d'un chantier. On faisait Et un donc, appel c'est plutôt d'offres. Olivier qui était Les fameux en tête. logements de Cergy, ce sont eux qui les ont construits. Donc nous, on ne connaissait pas du tout cette entreprise. Il y a eu un appel d'offres, ils ont été désignés lauréats pour le chantier. Et donc, on a commencé les études et le chantier avec cette entreprise qui était entreprise générale. Et donc, c'était un chantier sur Cergy, donc c'est moi qui m'en suis occupé. Et c'est vrai qu'on a noué des très bonnes relations avec l'entreprise des maçons parisiens à ce moment-là. Effectivement, moi, j'aime beaucoup le chantier et j'ai une espèce de rigueur. À la fois une ouverture, je ne suis pas psychorigide, j'essaye de trouver des négociations intelligentes, gagnant-gagnant avec l'entreprise. C'est ce qui s'est très bien passé sur cette opération. Donc, ça a été un premier contact très bénéfique. Ensuite, on a décidé de faire des concours ensemble, conception, réalisation, entreprise, architecte. Et on a gagné le premier auquel on s'est présenté, c'est à Gennevilliers. Donc, rebelote, on a refait un deuxième chantier ensemble de à peu près 57 logements dans un très beau projet qui est ZAC Chandon République, dans une ZAC de l'atelier de 3-4, là, qui est un très, très bel ZAC. Et deuxième chantier qui se passe très, très bien. Donc là, l'entreprise a de très bonnes relations avec les architectes des Halles Soirées, s'est réfléchi à l'extension de son siège. Et donc le patron m'appelle un jour et me dit: Monsieur Desalleux, est-ce que vous pourriez venir me voir parce qu'on a besoin de réfléchir sur l'extension de notre siège. Et voilà le début de l'aventure incroyable, puisque de l'extension du siège, on est passé à la reconstruction du siège et puis finalement au déménagement du siège sur un nouveau terrain et la construction complète du nouveau siège. Avec quand même un client qui est un sachant, qui a découvert ce que c'est maître d'ouvrage, travailler avec une équipe de maîtrise d'œuvre en direct. Et qu'est-ce que ça veut dire de faire un programme, de se positionner. Ouais. Donc, ils ont appris. Oui, comme nous, on a appris aussi cette relation, mais on la pratique un peu plus souvent qu'eux, quelque part. Mais c'était bien de la réapprendre avec eux. Et puis, surtout, des gens très, très ouverts.
C'est un projet qui a eu un temps assez long, puisqu'on a commencé en 2013-2014. Il y a eu un temps d'arrêt sur une première esquisse. Enfin, on a quand même un client qui nous a fait travailler sur 2 projets en même temps, un projet neuf et un projet de restructuration-extension. Il s'est donné les moyens vraiment de réfléchir. Réfléchir. Il a poussé les 2 études. Maître d'ouvrage ambitieux et qui se donne les moyens. Ça, c'est le rêve. Ouais. Malheureusement, c'est pas tous les jours. Et quand on en a un, c'est que du plaisir. C'est que vraiment du plaisir. Mais tous les architectes le disent, en fait. Un beau projet, c'est d'abord un bon client. Exactement, ça, exactement. Il y a un programme qui est clair, où il sait où il va, et s'il y a des problématiques, de savoir arbitrer en temps et en heure, à la fois techniquement, au niveau du programme, et financièrement, parce que c'est très très important ça aussi. Donc il y a eu un temps d'arrêt de 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, 3 ans. Puis après, ils nous ont rappelé en 2017 pour dire, bon, écoutez, c'est bon, on y va. Et on part sur le projet à tel endroit. C'est une belle aventure, là. Ce qu'il y a de formidable avec les maçons parisiens, c'est que c'était sans filtre. Je veux dire, par là, il n'y avait pas de maître d'ouvrage délégué, on était en direct avec l'entreprise qui allait construire pour elle-même son propre outil de travail. Le rêve. Le rêve. Le programme, il était écrit, mais finalement, on l'a un peu écrit à 4 mains, j'ai envie de dire. Et ce qu'il y a de formidable aussi, c'est que le programme, des fois, il s'inventait au fil de nos esquisses. C'est-à-dire que si on percevait quelque chose dans leurs besoins, on le dessinait, on le proposait à la réunion suivante sous forme d'espace, alors que eux, c'était une intention qui pouvait être juste sociale ou amicale, ou je sais. Et le projet est né de tout ce dialogue. C'est vraiment formidable, comme si on faisait une maison pour un particulier, et c'était leur bébé, et il n'y avait pas de filtre entre l'architecte et le futur utilisateur. Et alors, en plus, vous avez réussi à pousser techniquement certains points, et puisque eux ont les moyens de réaliser eux-mêmes, donc c'est formidable. Il y avait un vrai enjeu quelque part Du savoir-faire. Oui, c'est un démonstrateur, bien sûr. Alors, j'aimerais qu'on en revienne aux parties architecturales, parce que qu'est-ce qui vous a poussé à développer cette parcelle en angle, de dessiner des bandeaux, ces brise-soleil? Est-ce que vous pouvez développer un peu ça? Alors, je dirais qu'au départ, ce qui nous a guidés, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre un outil fonctionnel et un lieu de bien-être. C'est vraiment donc ce qu'on a vraiment cherché, c'est quels sont les moyens, qu'est-ce qu'on peut trouver qui fait que les gens qui vont travailler dans cet endroit vont avoir à la fois un outil très performant et ils vont s'y sentir très très bien. C'était vraiment le leitmotiv. Après, pour la forme en angle, on était inscrit dans une ZAC et donc la ville avait déjà imposé un peu les gabarits. Donc on a travaillé avec la SEM Paris Sud Aménagement et on a pu adapter un petit peu, mais globalement on s'est inscrit dans un cahier des charges très précis, sachant qu'il y avait 2 parcelles, une dédiée au tertiaire, là où il y a les bureaux, et une dédiée aux activités, là où on a développé leurs ateliers. Donc, et elles étaient clairement séparées physiquement. Donc, bien qu'on ait un seul projet, c'est quand même un projet sur 2 parcelles, avec une partie tertiaire et une partie activité. Et ensuite, que ce soit pour les bureaux ou pour les ateliers, on a vraiment cherché une écriture architecturale à la fois fonctionnelle et à la fois lieu de bien-être. C'est vraiment ça l'idée forte. Et donc, chez eux, dans leur petit bureau qu'ils avaient actuellement, à l'Étroit, ce qu'on a trouvé formidable, c'est que c'était un tout petit immeuble, mais que tous les bureaux étaient portes ouvertes sur une espèce de palier central, et que finalement, ils se parlaient tous tout le temps, et qu'ils étaient tous à la cafétéria au sous-sol, qui remontaient par cet escalier ouvert. Et que, si minime soit-il et si années 60 fut-il, ce bâtiment, il avait cette qualité que les gens étaient proches quand ils travaillaient les uns avec les autres. Et c'est un peu ce qu'on a voulu reproduire à une échelle beaucoup plus grande. En dilatant un peu cette... En dilatant l'espace énormément. L'atrium, la rue... il y a une sorte un peu d'urbanité dans l'immeuble. Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez, il y a des rues, des places, des places hautes, des places basses, des salles de réunion qui viennent scander, il y a du végétal. Et puis, il y a un élément important qui est venu se greffer aussi dans le programme au fil. C'était les équipes des maçons parisiens sont relativement jeunes. Donc aussi un besoin d'une pièce en plus dans le programme qui était une crèche parentale qui est venue s'ajouter comme un petit objet au milieu du jardin. Et cet élément-là rajoute encore quelque chose. Il vient requalifier encore plus et il définit encore plus le jardin et l'espace de la collectivité en quelque part. Ça crée une sorte d'intimité. Ouais. Et même le bâtiment atelier vestiaire pour l'école bleue,
Il a reçu le même soin, les mêmes intentions. Moi, il y a un espace que j'adore, Olivier, il n'arrête pas de se moquer de moi, mais il y a la terrasse, il y a un endroit Oui. que moi je trouve très très beau, qui est vraiment superbe, et que le photographe a su parfaitement retraduire, et qui montre bien toutes les intentions quelque part. C'est pas parce que c'est un espace ou un lieu un petit peu à part, Technique pour les aussi ouvriers. important. Il est aussi important que les rues intérieures. On a mis autant de soins dans le dessin des vestiaires sanitaires pour les ouvriers et des 2 réfectoires effectivement destinés aux ouvriers. Cette fameuse terrasse magnifique qui fait rêver tout le monde, c'est la terrasse des réfectoires des ouvriers, pour dire qu'on a mis le même soin dans le traitement pour les ouvriers que pour les cols blancs. Oui. Et après, il y a les Et ateliers. là-dessus, on a eu un maître d'ouvrage formidable. À chaque fois, il nous a suivis. Que ce soit parce qu'on a été très dispendieux en surface de circulation, on a créé des vides avec des atriums, on a créé une toiture surélevée avec la lumière qui pénètre partout. Tout ça sont des expositions qui sont à la fois coûteuses, dispendieuses en espace, mais très qualitatives. Et le maître d'ouvrage, il a su entendre toutes nos propositions et comprendre que ça peut être son intérêt d'injecter de l'argent. Et c'est là où ça a été formidable, et y compris donc que ce soit sur les espaces intérieurs dédiés au col blanc, ceux dédiés au col bleu, et aussi pour la plateforme de travail. On a travaillé avec un paysagiste pour créer un vrai jardin intérieur vraiment très qualitatif, et aussi pour le traitement des espaces en périmétrie du dépôt et des ateliers. Qui est le paysagiste ? C'est Praxis, C'est Thomas Boucher et Benoît Fagny. Avec qui on a fait déjà l'agence plusieurs Praxis, concours. avec qui on s'est très bien entendu, qui ont fait un très beau projet. Et puis il y a effectivement ce petit bâtiment de la crèche qui vient au milieu du jardin, qui requalifie encore tout ça. Voilà, oui, donc c'est une belle histoire, une belle aventure humaine, et on a toujours eu des relations excellentes avec le maître d'ouvrage, même quand il y a eu des problèmes financiers, car dans tout projet, à un moment, il faut raboter. Il y a toujours du tiraillement. Eh bien, on a raboté en bonne intelligence, et en fait, on a su trouver et aller à l'essentiel, et on n'a rien perdu de la qualité du projet. Et nous, on aime ce qui fait sens, et on avait un maître d'ouvrage qui entendait et qui comprenait, et qui même parfois était moteur. La crèche, c'est arrivé du maître d'ouvrage. La petite salle de détente à côté de la cafétéria, c'est arrivé du maître d'ouvrage. La salle de gym aussi, qui n'était pas au programme au départ, de mémoire. Il est venu au fur et à mesure, lui-même a enrichi son projet pour qu'il soit de mieux en mieux, quoi. En tout cas, bravo. On pourrait en parler longtemps. Et donc, ça prouve que c'est bien. Est-ce que, on a déjà parlé de votre équipe, est-ce que vous vouliez apporter des précisions sur la composition, sur... les BET? Moi, j'ai pas grand-chose à dire, parce que je pourrais dire qu'à l'agence, notre stratégie, c'est on a à la fois des anciens qui sont très expérimentés, et quand on embauche des jeunes architectes, on essaye de les former et de les garder le plus longtemps possible. Donc notre stratégie, c'est de mettre en place le plus vite possible le CDI, pour avoir une équipe qui est vraiment investie dans l'agence, stable. Et puis, on essaye d'avoir le maximum de chantiers sur nos opérations pour justement que les jeunes aillent sur les chantiers pour avoir cette maîtrise technique en complément de la maîtrise de conception. Oui, puis aussi pour maîtriser votre bébé, entre guillemets, du début jusqu'à la fin. C'est pas mal de... Oui, c'est quelque chose que le visa architectural, les visas de conformité au permis, permet absolument pas quand on travaille avec des promoteurs. Par contre, quand on fait des équipements publics, on y est. Mais Olivier a tout à fait raison, et c'est très intéressant quand on a des nouveaux qui arrivent à l'agence, c'est de les prendre par la main, de les emmener sur le chantier pour leur montrer ce que c'est un détail d'exécution sur juste un relevé d'étanchéité, par exemple. Tout à coup, ça raconte des choses. On peut pas dessiner n'importe quoi, n'importe comment. Il y a toujours un trait dans l'espace vectoriel du logiciel. Il a une logique quelque part. Il a un coût, il est techniquement, donc ça c'est hyper important. Et on a beaucoup de jeunes qui arrivent à l'agence, des fois on a l'impression qu'ils ont appris le modelage, tout ça, enfin le travail sur l'espace, la lumière, mais il y a pas mal de boulot encore à faire. C'est normal aussi, d'un autre côté, c'est une formation longue. Un chirurgien, il ne sort pas de médecine en 3 ans, il opère. Donc je pense qu'un architecte, il lui faut un temps d'études et un temps d'agence. En tout cas aujourd'hui, moi à 53 ans, je me sens plus architecte qu'il y a 25, qu'il y a 20 ans. J'ai moins peur des choses, je vais plus au charbon, comme on dit. je crois que vous avez affûté. Il y a un peu plus de bouteilles. Voilà. Comment vous imaginez le monde d'après ? On en a beaucoup parlé en pleine crise Covid. Là, on en sort tout juste. Alors, je crois que je vais bientôt changer ma question. Mais vous vous projetez un peu, à la fois dans votre pratique d'agence et de manière un peu plus globale sur la société ?
Je suis un peu perturbé par cette question parce qu'on demande toujours aux architectes de réfléchir à l'avenir. Dessinez-nous le Paris de demain, le Paris réinventer Paris, etc. Et en fait, les architectes, ils ont des super projets dans les cartons depuis 20 ans, 30 ans. Ils ont des super idées, mais ils sont bridés par les mêmes qui leur commandent réinventer Paris. C'est-à-dire que on fait un concours pour la ville de Paris où on propose de faire des extensions de balcons avant le Covid. On perd le concours parce qu'on a proposé d'agrandir les balcons. Et après, on nous demande de travailler gratuitement dans réinventer Paris où il faut qu'on dessine des balcons. Moi, je ne sais pas, ça meurt de moi. Donc moi, j'ai l'impression que le monde d'après, ça serait bien de faire comme nous, on a envie de faire aujourd'hui. Super. Ça me met en colère. Ah ouais, j'adore. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est pas juste des effets d'annonce, mais d'y aller franco. Enfin, Ouais. il y a plein les architectes ont plein de bonnes idées, mais il n'y a pas que. Ouais. Nous, on n'est pas pour l'appartement de 55 mètres carrés. Ça fait des années que quand on était déjà chez Daniel Kahn, on faisait des appartements plus grands que ce qui était demandé. On sait qu'un 3 pièces, il faut qu'il soit grand. On parlait du projet de Cergy. À Cergy, les appartements, ils sont grands. Il y a des cuisines séparées qui s'ouvrent sur le séjour, qui s'ouvrent sur le jardin, sur la terrasse. Ça, c'est des beaux appartements. Et ils ne sont pas à 55 mètres carrés avec la cuisine américaine. Non, la cuisine, c'est une cuisine. 100 jours principal. Donc, Non, donc, le monde d'après, il existe déjà. Regardez l'architecture de tout ce qu'ont construit les grands du XXe siècle. Ils ont fait des architectures extrêmement généreuses. Il y a des erreurs, il faut les corriger, il faut les adapter. J'avais visité à Cergy un projet de Vasconi où il avait fait un immeuble desservi par Coursive où chaque appartement avait une grande terrasse. Il fonctionnait très très mal pour plein de raisons, mais son projet il contenait des tas de choses qui peuvent très bien convenir au monde d'après. Non, mais il y a plein de choses de très intéressantes. Avoir une pièce supplémentaire, Ouais. chose qui Oui, la qui fameuse existait. pièce en plus. Il y avait alors, il y a celle de Pérec, c'est la pièce qui sert à rien, qui sert à tout. Mais il y a aussi, avant, il y avait des séchoirs, il y avait l'usage des toitures terrasses qui revient, enfin, quelque part. C'est un éternel recommencement de quelque chose. Donc, à chaque fois, on a C'est l'impression... très prétentieux de se dire qu'on va réinventer les on choses. réinvente rien. Déjà, regardons ce qui existe. Exactement, C'est ouais. ça. Et par contre, coller de la végétalisation en façade, ça, c'est pas le monde d'après. Ça, c'est le monde qui est déjà en train de crever, ça. Et moi, je préférerais qu'on libère les champs, qu'on construise plus de supermarchés, qu'on construise pas de parking, qu'on mette Leclerc au-dessus de Leroy Merlin pour gagner juste 200 000 mètres carrés d'un coup, qu'on arrête les zones pavillonnaires à la con et qu'on fasse pas des fermes urbaines sur les toits de Paris. Les fermes, elles sont dans les champs. Et dans les champs, on arrête de mettre des grandes surfaces. Ouais. Voilà le monde d'après. Je vois, il est en forme. Oui, c'est bien. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ? Moi, je leur dirais d'être eux-mêmes, d'avoir des convictions, de penser d'abord qu'ils construisent pour les humains et qu'à partir de là, voilà, il faut avoir des convictions. Si on fait une prison et que la conviction c'est qu'il faut être sévère, on fait une prison sévère. Si on fait une prison et que la conviction c'est que c'est dans le bien-être que les détenus vont sortir meilleurs, on fait la prison du bien-être. Il faut avoir des convictions pour construire, être soi-même, réfléchir, se poser les bonnes questions. Carlos ? Je suis d'accord. Bon. Un mot pour conclure ? Moi, il y a un livre qui m'a marqué pour un conseil à un étudiant en architecture. Moi, je l'ai lu très tard. C'est Les Pierres sauvages de Fernand Pouillon. Pour moi, ça a été une découverte, c'est une émotion littéraire, comme la visite, comme les premiers murs courbes de la salle 500 à l'école de musique, qui tout à coup en béton blanc qui sortent, c'est extraordinaire, ou comme de rentrer dans une abbaye cistercienne. Et ce livre est pour moi, ça a été une vraie révélation parce que c'est ce qu'on vit, quoi. Oui. La page blanche. Qu'est-ce que c'est d'être un maître d'œuvre? Qu'est-ce que c'est d'être un architecte? Qu'est-ce que c'est d'investir un site? Comment on le fait? Voilà, c'est un vrai... alors, je ne sais pas à quel moment il faut le lire. Première année ou plus tard. Enfin, je pense que c'est un beau livre. C'est un très beau livre. Vous avez des projets qui se dessinent là pour les années qui viennent? On espère. Oui. On a le projet de continuer. Ouais, non, mais bon, je sais pas, vous avez... Oui, on a des projets sur la table, si c'est la question. Oui, on il y a a des des choses, projets de logement. En ce moment, c'est plutôt des projets de logement. On viendra d'un concours de lycée à Nantes. Exact. Un petit lycée à Nantes. Enfin, un petit lycée. Un bâtiment sur un lycée plus grand. Et là, on a gagné un autre bâtiment en restructuration lourde pour la région de Bretagne. Un autre lycée. Un autre lycée, Centre-Bretagne, dans un très bel endroit. On a toujours essayé d'avoir des programmes divers et variés pour pas qu'il y ait de monotonie et d'habitude, puisqu'en fait, on n'est quand même pas architecte spécialisé en logement ou spécialisé on est architecte. Point. Construit des espaces pour que les gens y vivent. Et
Il faut qu'on continue sur cette idée-là de diversifier la commande, justement, pour que ce soit mutuellement enrichissant pour tous. Continuer de cet effort, parce que faut aller les chercher, les commandes. Et tout comme un concours perdu porte en lui quelque part le prochain, travailler sur un programme de logement, il y a une relation transversale qui est un programme de bureau pour X raisons sur des solutions qu'on peut trouver. Par exemple, aujourd'hui, on parle de réversibilité des bâtiments. De quelle manière on peut investir du bureau ou du logement, enfin comment ça fonctionne, d'où l'importance de la trame. Bon, bonne réponse. Voilà, donc on laisse ouvert sur la trame. Merci beaucoup pour votre témoignage. À toi. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archi en français. D'ici là, n'oubliez pas la version anglaise. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast, COMDARCHI podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.